Économie de Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, problème de couple chez Renault-Nissan, 16 ans d'alliance et des rapports de force qui se sont inversés. Sauvé de la faillite par le français en 1999, le japonais assure à lui seul désormais les 2/3 des ventes du duo. Pourtant, il ne dispose d'aucun droit de vote chez son partenaire. Peut-il l'accepter encore longtemps? Nous le demanderons à Lionel Fritzfeld. Et puis l'après-pétrole, il faudra y penser un jour, c'est ce que se disent les pays du Golfe, surtout à l'heure où la faiblesse des cours de l'or noir menace leurs finances publiques. Heureusement pour Abu Dhabi, les milliards accumulés durant les bonnes années lui permettent aujourd'hui de compenser les pertes. Son fonds souverain le plus gros au monde est à l'action, comme on le verra tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant tout cela, on passe en vue l'actu éco-internationale avec une visite qui commence bien. Celle d'Angela Merkel en Chine. À peine arrivée à Pékin, ce jeudi, la chancelière allemande s'est félicitée d'une méga commande chinoise, 100 avions Airbus A320, 9,7 milliards de dollars au tarif catalogue, auquel il faut ajouter près de 7 milliards issus de la confirmation au même moment d'un autre achat, 30 longs courriers A330. Autant d'annonces de nature à rassurer les industriels allemands inquiets ces derniers temps de l'essoufflement de l'activité dans l'empire du milieu. Quand vous voyez le potentiel de la Chine, les fonds dont il dispose, ne serait-ce que les fonds privés, le seul problème aujourd'hui n'est que d'ordre structurel. L'avenir de l'économie mondiale, c'est l'Asie. C'est une question de temps, donc on peut se détendre à propos de la Chine. Et une bonne nouvelle aussi pour le voisin japonais. Avec le rebond en septembre de la production industrielle, plus 1% tout rond après 2 chutes consécutives, grâce notamment à la chimie et à l'électronique. Le ministère de l'Industrie à Tokyo interprète ce résultat comme un mouvement de haut et de bas mesuré. La reprise nippone reste fragile, alimentée aussi par le ralentissement en Asie, poussant au final les entrepreneurs au pragmatisme et à la prudence. Et en voilà en tout cas qui n'est sans doute pas étranger à ce rebond de l'industrie japonaise, c'est son fleuron d'électronique grand public, Sony, qui a annoncé aujourd'hui un bénéfice net confortable, 960 millions de dollars pour l'ensemble du premier semestre de son exercice 2015-2016. Sony qui semble sortir du tunnel, 910 milliards de pertes, on s'en souvient l'an dernier à la même époque. Son importante restructuration semble payer et le succès de sa console PlayStation 4 est réel. Sony reste aussi le numéro 1 mondial des capteurs d'images. Déception en revanche pour les smartphones, où un recentrage est prévu vers le haut de gamme. Un mot aussi de la visite à Cuba du Premier ministre italien Matteo Renzi. Un forum d'affaires bilatéral était organisé pour l'occasion à La Havane, avec une volonté claire des deux pays de renforcer leurs liens économiques. Tourisme, agro-industrie ou même énergie renouvelable font partie des secteurs les plus propices à cet essor espéré. Je voudrais inviter les entrepreneurs italiens à investir massivement à Cuba. Le gouvernement, conduit par le président Castro, s'est fixé des objectifs qui sont politiquement historiques et économiquement ambitieux. Votre gouvernement, le gouvernement italien, soutient et soutiendra cet engagement avec une confiance renouvelée. Même si le blocus américain est levé, notre pays a l'intention de maintenir une relation économique ouverte et diversifiée avec de nombreux marchés, parmi lesquels l'Italie se démarque. Et puis avant de parler de Renault et de Nissan, le palmarès des voitures les plus volées en France. Et la préférée des voleurs, c'est elle, la Smart Fortwo. Alors l'ancien modèle en réalité, qui s'accapare à elle seule 11,9% de ce marché du vol et devance la Ford Fiesta, puis 2 françaises, Peugeot 406 et Renault Twingo 2e génération. En moyenne, quelques 300 véhicules sont dérobés chaque jour dans l'Hexagone. Les marchés financiers, c'était l'un des temps forts guettés par les investisseurs cette semaine. À l'issue de son comité de politique monétaire, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux inchangés, proches de zéro. Alors ce n'est pas une surprise puisque cela dure depuis 7 ans maintenant. Mais cette fois, Janet Yellen ouvre officiellement la porte à un relèvement pour décembre. Bonjour Eric Lewin. La communication de la Fed semble enfin devenir un peu plus précise. Oui, David, il est vraiment parfois difficile de comprendre la réaction des investisseurs à une décision sur les taux d'intérêt. Hier, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés, mais n'a plus évoqué de risque sur l'environnement économique. Du coup, les marchés actions se sont envolés
et l'euro a fortement rechuté sur des niveaux de 1,09. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce communiqué et finalement ce qui rassure les investisseurs, c'est que la Chine n'est plus un sujet d'inquiétude, de sorte que l'environnement économique va beaucoup mieux et donc cette hausse des taux d'intérêt, si elle a lieu en décembre, ne pourrait pas provoquer une menace pour l'économie américaine. Vous savez qu'il y avait de grandes inquiétudes de la part des investisseurs sur le fait que la Chine pourrait entraîner un fort ralentissement mondial. Le fait que la Fed n'évoque plus ce risque est plutôt un facteur bénéfique et c'est pour cela que les indices américains ont fortement progressé hier soir. Ouais, moins d'inquiétude à Washington pour le reste du monde. On notera aussi le chiffre de la croissance américaine qui ralentit, plus 1,5% au troisième trimestre sur un an. Merci Eric Lewin. Allez, des voitures, et c'est une alliance qui jusqu'ici était citée comme un modèle du genre. 16 ans que Renault et Nissan partagent moteur, marché et participation. Mais voilà, si au départ c'est le Français qui avait sauvé le Nippon d'une faillite annoncée, le tableau a bien changé et clairement c'est Nissan, vous le voyez, qui tire aujourd'hui les ventes et les bénéfices. Et à l'heure où l'empire de Carlos Ghosn est solidement ancré dans le top 4 mondial des constructeurs, il serait temps peut-être de rééquilibrer en conséquence les termes du mariage. Problème, l'État français ne l'entend pas de cette oreille. Laura Duhamel. Sauver Renault-Nissan. Carlos Ghosn, le PDG des deux groupes, a estimé mercredi qu'il s'agissait de sa priorité. Car si aujourd'hui l'alliance Renault-Nissan pointe au 4e rang mondial des constructeurs, cette synergie est en péril. Tout commence en 1999. Le japonais Nissan est alors au bord de la faillite. Renault le sauve pour 33 milliards de francs et profite des nouvelles synergies industrielles pour abaisser ses coûts de production. À cette époque, tout roule entre les deux constructeurs. Ce mariage franco-japonais inspire même l'ensemble du secteur automobile. Je pense que nous allons dans le sens de la consolidation de l'industrie. Donc il est tout à fait normal que des constructeurs essayent de trouver des accords entre eux pour partager des plateformes, partager des moteurs, partager d'autres éléments. Mais la belle histoire est en train de tourner court. Nissan ne contrôle que 15% du capital du groupe français et se plaint de ne disposer d'aucun droit de vote. Et ce, alors qu'il pèse financièrement 2 fois plus lourd et porte 2 tiers des ventes de l'Alliance. A l'inverse, Renault détient 43,4% du japonais. Le vase déborde en avril dernier. En décidant de passer de 15 à 22% du capital de Renault, l'État français provoque l'ire du japonais. Carlos Ghosn tente maintenant de trouver des solutions. L'Alliance se développe depuis 16 ans. L'Alliance est la meilleure chose qui ait pu arriver à Renault et la meilleure chose qui ait pu arriver à Nissan. Les avantages sont énormes des deux côtés. Donc, s'il y a une priorité pour tout le monde, c'est bien de sauvegarder cette alliance. Aujourd'hui, c'est Nissan qui est le moteur de cette alliance. En cas de fusion totale, le rapport de force s'inverserait et Renault pourrait être à son tour privé de droit de vote. En voulant s'imposer dans l'alliance, l'État français risque donc d'obtenir le résultat inverse. À vérifier en tout cas, le débat peut sembler légitime. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Notre analyse financier. Alors Lionel, d'abord pour comprendre un petit peu ce qui se passe ces derniers jours, cette montée de tension, pour revenir au mois d'avril, l'État français qui passe de 15 à 22% dans le capital de Renault. Effectivement, c'est une traction capitale, mais il faut même revenir avant 1999, quand Louis Schweitzer décide justement de prendre près de 34% dans Nissan, vraiment pour une bouchée de pain, parce que Nissan était à l'agonie par rapport à son concurrent Toyota. Ça a très bien marché. Il avait notamment demandé à Carlos Ghosn de venir, notamment en 2002, devient PDG de Nissan, puis après de Renault, et justement pour monter à 44% au capital de Nissan. Et en fait, ce qui se passe, comme vous l'avez mentionné, c'est que l'État français qui avait 15% notamment est monté à 22% du capital de Renault. Et en fait, Nissan pense simplement que le gouvernement français en fait, est aujourd'hui le premier actionnaire d'une des plus grandes entreprises privées d'automobiles japonaises. Numéro 2 japonais de constructeurs. On voit qu'il y a quand même un manque de flexibilité dans cette alliance, cet équilibre des forces financiers qui a changé. Est-ce que tout ça s'explique uniquement par les craintes de l'État français de voir le fleuron de l'automobile française entre les mains de Japonais? Alors, sans doute par un manque d'écoute du gouvernement français. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des profits de la valorisation est dans Nissan. Et simplement pourquoi? Parce que Nissan est positionné sur 2 marchés clés qui sont la Chine et puis les États-Unis. Deuxièmement, il faut que la France, et d'ailleurs les Japonais ont essayé de faire passer plusieurs messages en disant il faut rétablir ce rapport de force. Pourquoi? Parce que en fait, les Français ont notamment des droits de vote
chez Nissan, notamment avec les 44% de participation, alors que Nissan, avec les 15% de Renault, ont 0 droit de vote. Et effectivement, ce qui a énervé les Japonais, c'est que l'État augmente sa participation, notamment, ça devait être temporaire à 22%, mais surtout à doubler ses droits de vote, notamment en termes de gouvernance chez Renault. Un petit peu un contresens donc de la réalité. Cette alliance, est-ce que d'après vous, elle conserve un sens stratégique au niveau des synergies? On sait que c'est surtout les moteurs, les plateformes qui sont partagées, les marchés aussi, vous l'avez dit. À long terme, est-ce que c'est au niveau du partage des marchés internationaux que ça se joue? Alors, elle fait surtout du sens d'un point de vue opérationnel, c'est pour ça que Carlos Ghosn la défend, parce qu'il y a près de quasiment 3 milliards d'économies, notamment Nissan et Renault, des directions communes sur la recherche, sur les plateformes, sur la distribution. Donc d'un point de vue opérationnel, ça fait énormément de sens, mais la vraie question derrière tout ça, c'est bien la succession de Carlos Ghosn qui a été l'artisan de cette réussite, et aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de plan, notamment de succession, et donc ça va être une des questions posées notamment au gouvernement français, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette participation industrielle. Donc Carlos Ghosn, c'est un petit peu l'homme clé, c'est lui qui a la solution sur l'avenir de l'alliance, du duo. C'est lui qui a la solution et en même temps le problème également, il faut trouver un successeur capable de faire ce que fait Carlos Ghosn. Ce qui est extraordinaire, il est en même temps PDG de Nissan et en même temps PDG de Renault. En fait, c'est un cas unique dans l'économie mondiale. Et quels sont les moyens d'action peut-être pour Nissan pour essayer de modifier la donne, pour essayer de mieux concrétiser cette force financière? Alors effectivement, des participations croisées, toujours intéressant, mais il y a toujours, en fait, il aurait fallu soit procéder à une fusion complète, avoir une seule grande société mondiale, et ceci a été évoqué, mais effectivement, c'est toujours assez volatile, parce que quand ça marche un peu moins, les deux sociétés, ou une des deux sociétés, est toujours susceptible notamment de vendre cette participation. Donc aujourd'hui, pour ce qui fait le plus de sens, c'est de garder cette alliance et de renouveler cette alliance. Il faut que le gouvernement français entende cet appel de rééquilibrer le rapport de force simplement entre Renault et Nissan. Pas de crainte d'après vous d'une dissolution à moyen terme ou long terme de cette alliance? Ça peut durer encore? Alors c'est toujours une option, une des solutions, parce que si le gouvernement français n'entend pas les requêtes des Japonais, c'est Nissan aujourd'hui a la capacité en fait de continuer son activité tout seul, mais ça serait sans doute une grande erreur, comme l'a mentionné le président Ghosn, effectivement avec des positions fortes en Chine, aux États-Unis, Renault évidemment en France et en Europe. C'est véritablement une alliance, je pense, qui a de l'avenir, et si le gouvernement, une fois de plus français, sait un petit peu rééquilibrer ce rapport de force et écouter son partenaire japonais, eh ben, ça pourrait aller vraiment de façon positive dans l'avenir. Un partenaire japonais des plus ambitieux, comme on l'a vu d'ailleurs au Salon de Tokyo, qui vient d'ouvrir ses portes. Merci Lionel Friedfeld pour tous ces éclairages. Et on se tourne vers le Golfe avec le défi d'une diversification économique à marche forcée par l'effondrement des cours du pétrole, moins 60% en 18 mois. Aux Émirats, 30% de l'activité dépend de l'or noir. Et avec un baril sous les $50, eh bien, revoilà les déficits budgétaires. Et pour y faire face, Abu Dhabi peut compter sur son fonds souverain. Fruit de plusieurs décennies de rente, c'est le plus important au monde avec près de 800 milliards de dollars. L'avenir des pays du Golfe passe-t-il par la finance? Élément de réponse, Laura Duhamel. Le prix du pétrole n'en finit pas de chuter. Il a reculé de 60% depuis juin 2014. Une situation qui met à mal l'économie des Émirats arabes unis, qui dépend à 30% de cet or noir. Alors pour compenser les pertes, le pays se lance dans la finance. Abu Dhabi a ainsi établi un fonds souverain avec des avoirs estimés à 773 milliards de dollars. C'est l'un des plus importants dans le monde. Ce que les Émirats arabes unis ont fait au fil des années, c'est d'établir de solides fonds à l'international ayant servi à investir et à générer des retours en investissement qui compensent presque les manques de revenus provoqués par les fluctuations du prix du pétrole. Objectif, diversifier l'économie des Émirats pour faire face à l'impact de la baisse du prix du baril. Nous estimons que la baisse du prix du pétrole est en train de soutenir notre programme de diversification et de faire en sorte que toute baisse future des prix sur les 10-15 ans à venir n'aura pas un effet comparable à celui que nous avons actuellement. Mais les prix pourraient bien continuer de chuter, car la guerre du pétrole continue de faire rage entre l'OPEP et ses concurrents. Pour étrangler ces derniers, l'OPEP maintient ses quotas de production, 30 millions de barils par jour, et ce, malgré une demande mondiale ralentie, notamment en Chine. Mais face à cette surabondance, les autres producteurs de pétrole hors OPEP, dont les États-Unis et la Russie, n'ont pas plié. Ils maintiennent, voire augmentent leur production. Le retour du baril au-delà des $100 semble ainsi de plus en plus improbable à court terme. Plus que jamais, les pays de l'OPEP vont devoir diversifier leur économie. Une baisse des cours qui pourrait finalement être bénéfique pour ces économies. C'est l'heure du Media Watch.
La revue de presse avec une page qui se tourne pour TF1. Gilles Pélisson va succéder à Nonce Paolini. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors que sait-on sur ce nouveau venu? Eh bien écoutez, Gilles Pélisson, c'est un homme d'affaires de 58 ans. Il est passé par l'ESSEC, par la Business School d'Harvard, rien que ça. Il a ensuite travaillé pour plusieurs grosses sociétés comme Euro Disney, Bouygues Télécom ou Accor. Et depuis 2009, eh bien, il est administrateur indépendant pour TF1. Il connaît donc bien la maison dont il reprendra les rênes à partir du 19 février prochain. Et c'est un avantage car le nouveau patron va avoir du pain sur la planche. Son premier et son plus gros défi, ce sera de faire remonter la part d'audience du groupe qui est en baisse à 27,6% en septembre dernier. Une audience pourtant primordiale pour le groupe TF1 puisqu'il réalise plus des 3/4 de son chiffre d'affaires grâce à la publicité. D'ailleurs, au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de TF1 était en baisse de 4%, un petit peu plus de 4%. Quant au profit, il accuse lui une chute de plus de 80%, principalement à cause de la cession d'Eurosport. Une vente à plus d'1 milliard d'euros. Et puis vous nous parlez d'un nouveau bureau, Johanna, qui permet de travailler sans trop se fatiguer. Oui, il s'agit de la station Altwork, un bureau donc, qui permet de travailler assis, debout, mais aussi, et c'est ce qui a attiré notre attention, allongé sur le dos. Certes, une fois à l'horizontale, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec l'ordinateur au-dessus de la tête, ça ressemble un petit peu à un fauteuil de dentiste. Mais ce poste serait bon pour la santé, car il permet de ne pas rester tout le temps, plusieurs heures d'affilée, dans la même position. Selon son concepteur, un designer californien, il pourrait même améliorer la productivité. Finalement, le seul petit bémol, David, eh bien, c'est son prix, quasiment 6 000 $ l'unité. Ouais, c'est un investissement. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Voilà la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.